Bonjour les gens, c'est Romalim. Bonjour, c'est Paul. Ok, bon, un Arawak dans la ville. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On a eu une grosse semaine, hein, franchement. Donc, on va commencer par le truc délirant du week-end dernier. L'amitié limite lesbien entre les femmes. Ah ouais, ouais. Celui-là, l'article, il était assez surréaliste hein, pour les gens qui ont Snapchat, ce qui n'est pas mon cas. Tu m'as fait lire un article que j'ai trouvé en tant que femme franchement assez surréaliste. Alors, pour en parler, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, moi bizarrement, je lis pas de médias écrits, sauf sur Snapchat parce qu'il y a Vice et tout ça. Et en fait, le truc, ça m'a surpris parce que ça disait que les femmes entretiennent des relations entre elles qui me semblent un peu malsaines, genre il y a des coups de foudre. Ensuite, avec les coups de foudre, il y a des soirées pyjama. Ensuite, il y a des soirées où les meufs couchent ensemble. Enfin, elles couchent pas réellement ensemble, mais elles vont se caresser, elles vont se câliner. T'as d'autres meufs qui vont aller jusqu'au sexe. Et après ça, euh, les gens jugent la fin de leur relation avec des likes. La meuf, elle disait, une des meufs disait, j'ai su qu'il y avait un problème quand j'ai vu qu'elle arrêtait de liker, elle likait plus mes tweets. Je me suis dit, what the fuck? Et puis, il y a des vrais break-up, il y a des meufs qui cassent vraiment avec leurs potes. Ensuite, des réconciliations, mais les choses ne seront plus jamais comme avant. Je me suis dit, mais what the fuck? Et c'est là que je t'ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que tu as fait l'expérience de ça? Alors, déjà, Rose, on n'est pas toutes fatiguées. Hein, les filles qui nous écoutent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, les quelques amies filles que j'ai, j'entretiens des relations c'est mon point de vue, hein, que j'estime plutôt saine avec elles. De là, coup de foudre amical, oui, parce que bon, je suppose que, et je suis pas la seule, vous avez certainement rencontré des personnes avec qui, franchement, voilà, ça fitait plutôt bien et vraiment vous avez la même façon de penser, vous aimez les mêmes choses. Ça, jusque-là, on est d'accord. Bon, j'ai dormi avec ma meilleure amie. J'ai même vécu un petit moment chez elle. On était à la fac. Donc, j'avais d'autres délires qu'aujourd'hui, mais il s'est jamais rien passé. Jamais. Pourtant, j'adore cette fille, mais voilà, c'est jamais allé plus loin. C'est complètement le coup des likes. C'est encore, franchement, ça aide pas dans les stéréotypes et dans les clichés. Hein, je sais pas qui sera d'accord avec moi, mais sérieux, franchement, j'ai déliré. J'ai déliré quand j'ai lu ça parce que je suis une extraterrestre et je viens d'une autre planète. Mais moi, perso, ça m'est jamais arrivé d'aller jusqu'à certaines extrémités du genre câliner, alors le sexe encore moins. Pour le coup, mais alors la rupture avec les likes en moins sur les tweets, les photos sur Facebook et autres, totalement délirant. Alors, les relations entre hommes et femmes ou entre potes, ça je peux comprendre. Moi, j'ai fait l'expérience d'être pote avec quelqu'un avec qui j'ai fait le choix d'arrêter d'être pote. Mais c'est parce que la personne a fait des trucs concrets contre moi ou qui n'étaient pas dans mon intérêt. Donc j'ai arrêté de fréquenter la personne, j'ai arrêté d'appeler. Quand la personne m'appelait, je faisais des réponses courtes, c'était le minimum syndical quoi. Mais j'ai dormi chez des potes. J'ai jamais dormi avec un pote, c'est-à-dire
me blottir contre lui. Peut-être qu'on était dans le même lit, mais c'était un grand lit 2 places, tu vois. Pareil. Bien rangé dans son coin. Toi, tu es de ton côté du lit, moi, je suis du mien. Il n'y a pas eu de main qui traînait. Personne n'a roulé du côté de l'autre. C'était bien rangé, quoi, tu vois. Donc, je comprends pas. Je me vois mal câliner un pote. Je me vois mal me blottir contre un pote. Surtout que moi je suis sensible. Donc, Oui. moi, si tu me touches, je te touche aussi. Donc, je suis pas dans ces délires-là, quoi. Je vois pas comment tu es avec un pote. Tu vas dormir chez un pote parce que tu veux finir un jeu de combat ensemble ou un jeu de combat vient de sortir ou un film est sorti, tu l'as piraté ou il y a un truc qui fait que vous voulez faire l'expérience d'un truc l'espace d'une nuit et après ça chacun rentre chez lui machin. Il y avait une époque où tu étais obligé. Il y a une époque où quand tu avais un CD, tu allais chez un pote pour l'écouter. Il y a eu une époque où quand tu avais un manga, tu allais chez ton pote pour qu'il te le passe pour que tu puisses le lire à ton tour. Il y a une époque où tu avais le DVD de Naruto, où il y avait un truc qui faisait que tu allais chez ton pote pour faire l'expérience d'un truc que tu as pas parce que tu n'avais pas les sous ou un truc comme ça, tu vois. Mais il n'y a rien qui me pousserait à aller dormir chez Eddington juste pour parler ou déconner avec Eddington et dormir dans son lit et le câliner. C'est un truc de cinglé. Ah, alors, moi, les quelques fois où ça m'est arrivé, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. J'étais à la fac. Donc, généralement, on sortait. Donc, on rentrait, c'était le milieu de la nuit. Donc, du coup, et comme le lendemain matin, on repartait en cours, c'est vrai que, du coup, la pote en question, son mec de l'époque était pompier volontaire. Donc, il était en caserne, il faisait des gardes, donc d'où le fait, mais on n'était pas du tout dans un délire. En fait, on rentrait dans le milieu de la nuit, on s'écroulait, le lendemain matin, le réveil sonnait, on était en cours. Donc déjà, voilà, ça révèle... on était quand même des étudiantes sérieuses à cette époque-là. Mais en dehors de ça, c'est jamais aller plus loin. C'est une très bonne amie. Aujourd'hui, on vit pas dans la même ville, elle est maman, mais c'est jamais aller plus loin que ça. Donc après, c'est sûr que nous les filles, on a cet aspect des fois un peu plus délirant dans ce qu'on peut considérer comme des amitiés ou des relations que les mecs n'ont pas. Quand même, il faut nous le reconnaître. Moi, ce truc-là, ça m'avait retourné le cerveau quand je l'avais lu. Mais bon, passons, on en a parlé. Le truc qui m'a un peu marqué aussi, c'est que suite au podcast qu'on avait fait samedi dernier, le lendemain ou le soir même, il y avait des nouvelles qui sortaient du fait que un politique libyen ou syrien, je sais pas où, était accueilli en France, alors que les images de CNN étaient sorties déclarant qu'il y avait l'esclavage des migrants ou un truc comme ça, des gens qui se faisaient choper et qui étaient vendus en tant qu'esclaves. Libanais. Le politique, c'est le premier ministre du Liban qui a démissionné. Et entre autres, je pense qu'en revanche, le parti adverse doit le chercher. Donc là, il est rentré au Liban, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Et ouais, effectivement, je crois que moi aussi, j'ai vu pas mal d'infos comme quoi des Africains, des migrants sont effectivement vendus comme esclaves en Libye. Alors ça a fait le buzz en début de semaine et a priori on a interdit les manifs. Alors du coup il y avait les manifs qui étaient organisés et du coup je sais plus trop dans quelle ville, peut-être que tu peux m'aider, mais ouais, effectivement il y a des manifs qui ont été interdites pour le coup. Moi j'ai vu que il y a eu beaucoup de manifs entre samedi soir et mardi, et puis ça a été interdit, et puis blackout. Les médias ont arrêté de communiquer là-dessus,
Et ce qui a pris le pas, c'est le Black Friday et le fait que les traditions américaines arrivent en France. Mais le truc délirant, c'est qu'on a eu des reportages à la con, quoi, sur des tags, un mec qui taguait juif dans la rue, alors que lui-même il est juif, alors qu'entre-temps le CRIF s'était indigné et le fait que le truc était antisémite et tout ça. Donc ça, c'était des fausses nouvelles, mais on en a parlé. On a des vraies nouvelles. Je sais pas pourquoi on a accueilli le gars en France. Qu'est-ce que le gars venait faire en France? Il est en danger dans son pays. L'opposition politique, je pense, veut le supprimer. Ok, ben, franchement, je sais pas. On a accueilli Kadhafi pour le massacrer juste après derrière. Bon, après, il y avait magouille de, comment il s'appelle Ah oui, il a financé la campagne de Sarkozy. Bon, ouais, apparemment, il a filé des chèques à Sarkozy, sauf que, bon, à un moment donné, il faut payer tes dettes, sauf que ça arrangeait bien les États-Unis d'aller se faire une petite base militaire là-bas, donc, bon, dans le braquage, chaque personne a son rôle, donc là nous, on a conduit les États-Unis en Syrie pour qu'ils puissent faire leur massacre et tout. Et bizarrement, on se rend compte petit à petit que la France a une responsabilité sur ce qui s'est passé en Libye et le fait que maintenant, tu as de l'esclavage. Et en fait, nous, on a joué deux rôles. D'abord, on a pris ce qu'on voulait entre les mains de Kadhafi. Et ensuite, on a foutu le bordel dans le pays, enfin dans la région, à tel point que tu as des mouvements comme Daesh qui se sont créés, t'as des seigneurs de guerre qui ont le pouvoir, en fait, même si t'as un faux gouvernement, enfin t'as une espèce de gouvernement en place, mais ils font rien. La preuve, le mec... ou peut-être que le mec, il a joué un autre rôle, mais justement, le problème, c'est qu'on n'en parle pas, donc on ne sait pas ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Mais de toute façon, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour revenir sur ce que tu disais, Sarkozy, c'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Attends que dans quelques temps, on n'entende pas que Hollande s'est fait financer sa campagne politique par je ne sais trop quel dictateur de mes deux. Peut-être même le père Macron, mais bon, enfin, ça m'étonnerait pas que ça sorte un de ces jours. Deux, chers amis, il faut pas se leurrer. Oui, les Français ont du mal avec leur passé. Il faut quand même pas oublier qu'il y a à peu près 70 ans, les Français étaient capables de dénoncer leurs voisins. Donc l'esclavage, c'est pas le tout de dire on est le pays des droits de l'homme, de l'égalité, de la fraternité, machin. Ça fait très bien sur le papier. Moi personnellement, je vois arriver dans mon bureau au boulot de jeunes Afghans, des Syriens, des Libyens et toutes nationalités qui sont arrivés en France dans des conditions franchement bonjour la misère. Eh ben, l'État français ne leur met rien à disposition. Ils sont malheureux et puis après ils atterrissent dans nos bureaux. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, après, il y a des gens très bien. Franchement, ils arrivent, ils sont venus en France dans des conditions qui sont désastreuses. Ils vivent en France dans des conditions désastreuses parce qu'on leur a fait croire que ici c'était l'Amérique. Ils veulent juste être aidés. Ils ont quitté l'antichambre de l'enfer. Mais après, l'État français a la prétention de les accueillir, mais on ne met rien à disposition. Donc, ouais, non, on n'est pas si gentil que ça. Et ça porte à réflexion, les malheurs, fraternité, machin. Bon, moi, personnellement, j'en reviens un peu et je le pratique un peu tous les jours. Moi, je pense pas qu'on puisse tout faire pour tout le monde. Donc, ça m'étonne pas que la France puisse pas aider les gens plus que ça. Si tu arrives en France et que tu as rien, t'auras rien, mais en France, quoi. La France peut pas la France sait pas s'occuper des Français. Comment on va faire pour s'occuper des gens qui arrivent? Mais le problème, c'est que les pouvoirs publics veulent se donner bonne conscience. Je veux dire, les robinets sont ouverts. Je
t'assure, j'en accueille de plus en plus des migrants. Mais le problème, c'est que après on te dit, ils sont là, il faut les accueillir. Il faut avoir un truc à leur proposer. Mais ils n'ont rien pour manger. Ils vivent dans des conditions abominables, dans des squats, au mieux dans des foyers, parce qu'encore, c'est encore là où ils ont les meilleures conditions de vie. Et encore, allez visiter les foyers. Moi, personnellement, en tant que travailleur social, j'y suis allée. Ça vaut le détour. C'est cette espèce d'hypocrisie. Je veux dire, j'ai pas la prétention d'être Mère Teresa, parce que j'ai pas de baguette magique et je peux pas régler toute la souffrance du monde. Mais franchement, j'ai de la compassion pour ces gens-là, mais on ne peut rien faire pour eux. Il faut arrêter de dire, non, mais nous, on est gentils, nous, vous voyez, les migrants, on les accueille. Non, c'est pas vrai. On les accueille pas parce qu'on les laisse vivre dans des conditions qui sont innommables. Et il y avait un grand monsieur qui s'appelait Michel Rocard qui, dans les années 80, disait qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et il faudrait peut-être que que certaines personnes qui ont des discours bien pensants s'en souviennent. Bon, moi franchement je sais pas trop quoi penser de tout ça puisque j'ai pas suffisamment d'infos. Mais par rapport à l'histoire de mon peuple, je peux te dire que l'esclavage c'est pas un sujet qui passe inaperçu pour moi et les miens quoi. Bref, alors est-ce que tu étais au courant du Coréen qui s'est fait tirer dessus? Ah non. Alors, il s'est passé un truc, t'as un militaire coréen qui a fait genre je suis en train de faire ma tournée autour de la frontière, il regarde autour de lui et puis il court, il sprint vers la frontière pour passer côté Corée du Sud. Les militaires qui l'ont vu en train de faire ont tiré sur lui, sauf qu'il avait déjà passé la frontière. Je sais pas ce qui s'est passé, sûrement c'était le choc. Il est retourné en arrière en Corée du Nord. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il va crever, donc il a repassé la frontière. Donc les soldats de Corée du Sud l'ont récupéré, apparemment il est vivant. Il a failli mourir même. Déjà, première chose, je ne savais pas que tenter de passer en Corée du Sud, c'était la peine de mort directe. Je croyais que c'était le même tarif pour tout le monde, quoi, que toi... La génération avant et après toi était aux travaux forcés jusqu'à votre mort, quoi. Apparemment, non. Peine de mort. Et le truc qui m'a intéressé, c'est que Trump et son gouvernement ont envie d'utiliser ça pour convaincre les États-Unis d'aller niquer leur mère aux Coréens du Nord. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce qu'il faut quand même savoir... qu'une espèce de tyran de Kim Jong-un, j'ai une mauvaise prononciation, c'est leur nouveau cheval de bataille, à l'un comme à l'autre. C'est qu'ils se disent il faut trouver un moyen de rayer l'autre de la surface de la terre. C'est quand même la Corée du Nord, c'est quand même le dernier descendant de Staline, il est là-bas, quoi. 70 ans, on n'a pas beaucoup évolué depuis. Bon, après, il y en a d'autres, quand même, qui le suivent de près, Poutine, il y en a quelques-uns là en Chine, a priori, le communisme reprend aussi pas mal en Chine, on a le descendant de Mao, là, paraît-il, un nouveau grand timonier. Donc ouais, c'est assez affolant de voir qu'on retient rien de ce qu'on a déjà vécu. C'est assez impressionnant. Finalement, les erreurs du passé, on s'en sert pas et on reproduit les mêmes cycles. Et oui, ou alors on retient, ouais, quand on va à la catastrophe. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Je sais pas si j'en ai peur, mais je sais pas comment me sentir par rapport à ça. D'un côté, je me dis, les Coréens du Nord se réveillent peut-être, et de l'autre, je me dis, peut-être que
les pays du monde vont s'allier pour libérer la Corée du Nord. Mais de ce que j'avais compris, euh, la Corée du Nord s'est organisée d'une façon où les Coréens du Nord sont pris en otage par le dirigeant du pays. Donc, si quelqu'un essaie de se ramener pour les libérer, il tue les gens qui sont dans des centres de concentration. Et si les gens essaient de s'enfuir, euh, ils peuvent pas s'organiser parce que ils ont organisé la société de façon à ce que tout le monde dénonce tout le monde. Et ils ont des réunions tous les jours pour savoir si quelqu'un a fait une bêtise ou quoi. Donc toi, si tu dénonces pas, tes parents et tes enfants vont en prison si on découvre que t'as pas dénoncé. Si tu es coupable, tes parents et tes enfants, euh, ils vont aussi. Donc dans tous les cas, t'es niqué. Donc si toi, t'essaies de faire quelque chose, t'es niqué. Et si quelqu'un essaie de faire quelque chose pour toi, euh, tout le monde est massacré. Une bonne partie du pays est massacrée. Donc, en vrai, tu peux pas faire grand-chose. Je sais qu'il y a une période où les gens, ils prenaient des drones et... Parce que comme ils ont pas de technologie, comme ils ont pas de technologie, ils peuvent pas détecter qu'il y a des drones et tout, c'est trop petit, machin, c'est un objet volant. Donc les gens, ils prenaient leurs drones et ils laissaient tomber des iPhones. Donc les gens, ils regardaient et tout. Sauf que le problème, c'est que si quelqu'un est au courant que tu as un iPhone, il te dénonce. Et je crois que c'est même la punition, c'est peut-être même la peine de mort. Donc dans tous les cas, t'es niqué quoi, tu peux rien faire quoi. Ouais, c'est bien ce que je dis. On n'a pas beaucoup évolué depuis 70 ans. Hein. C'était des méthodes qui étaient utilisées dans les régimes totalitaristes des années 30. Hein. Donc, amis citoyens du monde et démocrates, posons-nous de sérieuses questions. Franchement, niveau politique, je suis pas au point. Je saurais pas commenter là-dessus. Donc, il s'est passé ces conneries-là, mais bon, j'ai pas vraiment une réponse à la question que je me pose, c'est comment on va faire pour aider ces gens-là, quoi. Je sais pas s'il y a moyen d'aider ces gens-là. Autrement, ben, j'ai fait l'expérience d'un truc avec les 27 semaines aussi. Vendredi, bizarrement, la journée a commencé super mal. Et il y a une question qu'on s'est posée en voiture, c'est pourquoi les gens ont rien à foutre de toi. Mais à un point où les gens n'ont même pas d'égard pour la vie humaine, quoi. Les gens... Alors, je vais donner un exemple, c'est celui qui nous a marqué le plus ce vendredi quand on est allé au taf. Donc, on est sur l'autoroute. Il y a deux voies qui fusionnent pour en faire qu'une. Et nous, on est bien engagés, on roule normal, quoi. Il n'y a pas de question à se poser. C'est pas possible qu'une voiture essaie de passer sans risquer l'accident. Et ben, le mec, il vient avec un véhicule. C'est pas un camion, mais c'est un poids intermédiaire. C'est pas un poids lourd, mais c'est pas une voiture normale non plus. C'est une fourgonnette. Le gars, il est passé à côté de nous. C'est limité à 70. Le gars, il devait rouler à 110 pour essayer de se faufiler entre le truc en béton, la séparation des voies en béton et la voiture de l'event. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, je crois que j'aurais eu le volant, je prends ma voiture et je suis le gars. Et je vais risquer la prison. Je lui nique sa mère et puis ça va nettoyer la haine. Mais le truc, je comprends pas que, et tu vois ça un peu partout, les gens n'ont aucune considération pour toi et ta vie. Tu vas, et c'est le même truc que je répète depuis toujours, tu vas au centre commercial, il y a quelqu'un au milieu du chemin. Tu peux pas passer devant, il n'y a pas assez d'espace. Tu peux pas passer derrière, donc tu demandes pardon. Sauf que la personne est debout, en face du rayon qui t'intéresse, donc pour pouvoir prendre ce que tu veux, faut te mettre devant la personne. Quand tu es sur un trottoir, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de te bousculer. T'as des gens, il y a un trottoir. C'est un trottoir, il y a des gens qui marchent dans les deux sens. Les gens, ils occupent le trottoir à deux. Non, mais je suis avec ma copine, je parle. Allez niquer vos mères, écartez-vous, vous. Tu es sur un trottoir, il y a des gens qui marchent dans les deux sens. Tu marches en file indienne. Quand tu peux marcher côte à côte, tu marches côte à côte.
Mais tu marches en file indienne. Des trucs de base de la vie, les gens comprennent pas ça. Et ça commence à faire comme un disque rayé, mais en Guadeloupe, tu fais ça, mais déjà, tu te fais bousculer. Si tu es sur le chemin de quelqu'un, tu te fais bousculer. Quelqu'un va t'insulter. Et si tu ramènes ta gueule, on va te tartiner. Et ici, les gens... C'est un truc, ça donne presque envie de chialer, quoi. Les gens refusent d'être des êtres humains. S'ils te connaissent pas, en fait, tu es une chose inerte sur leur chemin. Moi, je prendrais un truc encore plus basique. Rentrez dans un commerce, peu importe, et dites bonjour. Ça, Les 3/4 du temps, on vous regarde, dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Parce que même ça, on le fait plus. J'avoue que Il y a 3 extraterrestres qui nous font. Hein, même ça, bonjour. J'avoue que quand je rentre quelque part et que je dis bonjour, assez souvent, on me répond pas. Ben, moi, perso, je sais pas si ça arrive à d'autres personnes, hein, je reçois des gens toute la journée, enfin, du moins la majeure partie de mon temps. Je veux que quand ils arrivent dans les bureaux, qu'ils disent bonjour. Moi, je dis bonjour sur un espace accueil. Et le premier des trucs que je dis, c'est bonjour, comment ça va? Alors, je dis pas que j'ai la solution parfaite, mais ça aide quand même dans les relations interpersonnelles, quoi. Moi, je doute. Enfin, je suis sûr que j'ai aucun moyen de changer les gens, mais je comprends pas. Non, ça, c'est sûr que. Ouais. Moi non plus, je comprends pas. J'ai pas la prétention de changer les gens, mais. Ça aide, quoi. C'est les règles de savoir-vivre. C'est même pas de la citoyenneté, c'est les règles de savoir-vivre, tout simplement. Moi, j'hallucine à chaque fois que des trucs comme ça se passent. Je me demande, mais comment c'est possible? Comment tu vis ta vie comme ça? Comment t'en arrives au point où tu te dis, j'ai rien à foutre de la voiture qui est devant moi. Je vais me faufiler entre le béton et la voiture à 110 km/h. Tu sais pas comment la personne qui conduit la voiture va réagir. Peut-être que les 20 auraient eu le réflexe de donner un coup de volant à droite et on aurait fait un accident. Et le truc, c'est que c'est moi qui est passager en plus. Mais tu as cette vision-là parce que tu es conducteur aussi. Mais le gars qui nous a fait ça, c'est un conducteur. Ouais, mais j'ai l'impression que la conduite révèle des comportements dangereux, mais de façon quasi systématique. Regarde ici, on a rigolé, tu as conduit au centre-ville, les priorités. Les gens, tu passes un carrefour, tu sais pas si tu n'as pas la personne qui n'a pas la priorité qui va pas te couper en deux. Ouais. Ben voilà quoi. Ça me déprime un peu ces trucs-là. Bon, sinon à part ça m'a vraiment choqué hier. Les médias, donc il y a eu l'affaire Weinstein. Avant l'affaire Weinstein, il y a eu l'affaire Bill Cosby. Mais le truc, c'est que il y a que les personnes issues des communautés noires ou les personnes qui regardaient RTL 9 ou je sais plus quelle chaîne qui ont regardé le Cosby Show. La plupart des gens, ça a pas trop, ils ont pas trop grandi avec. Enfin, je pense. Hein. Pas faux. Moi, je regardais souvent le Cosby Show. Je crois que c'était le dimanche après-midi ou en rentrant de primaire. Je regardais ça. Et en fait, c'était la seule série télé où tu voyais une famille noire qui est pas riche, mais qui a réussi. Le père est un médecin ou un truc comme ça. La mère est avocate ou un truc comme ça. Les enfants sont à l'école et font des études supérieures. Et ils ont des emmerdes de tous les jours. Le fait d'être noir aux États-Unis, surtout que la série télé est arrivée après l'époque Jim Crow.
Donc, en plus, Cosby, c'est un activiste. Il a financé une partie, enfin, sauf erreur de ma part, il a financé euh, Martin. Merde. King. Merde. Martin Luther King. Il a financé Martin Luther King. C'est c'était un gars qui était vraiment, vraiment, vraiment impliqué dans la vie sociale, les droits de l'homme, noir, etc. Ce mec-là, il est vraiment engagé pour l'égalité entre les hommes. Il y a toujours eu. Alors, moi, je suis très proche de la comédie aux États-Unis. Donc, je suis un fan de Bill Burr, Patrice O'Neal. Je suis fan de. Comment il s'appelle? Kevin Hart, mais pour d'autres raisons, c'est du pur divertissement. Mais t'as des gens qui parlent vraiment de choses, et dans cette communauté-là, t'as toujours entendu des rumeurs disant que Bill Cosby violait des femmes. T'as Kenan Thompson qui est sur le Saturday Night Live actuellement, qui a fait une interview où il disait que sur le tournage de Fat Albert, c'est un dessin animé que finançait Bill Cosby, sur le tournage du film, euh, Cosby a demandé à la mère du gars de venir s'asseoir sur ses genoux, des trucs comme ça. Et tu te demandes comment un gars de 60 ou 70 ans va demander à une femme de 30 ans de s'asseoir sur ses genoux comme si c'était innocent. Il n'y a rien d'innocent là-dedans, quoi. Et même si c'était une enfant, c'est un truc délirant. Moi, ma fille, elle va s'asseoir sur mes genoux, mais pas sur les genoux d'un autre, quoi. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est proche de ma famille, genre Eddington, Ryzen ou la fine équipe, quoi. Tu vas pas t'asseoir sur les genoux du premier gars venu avec qui je bosse. Et là, je parle d'un enfant. Tu imagines un adulte. Et toi qui es l'enfant de la dame à qui ça arrive, il se passe quoi dans ta tête? Moi, je sais pas. C'est un mec qui est creepy, tu vois, mais. Et c'est un gars qui était chiant aussi. Le gars, il faisait chier Eddie Murphy, Kevin Hart, Patrice. Tous les comédiens qui ont eu un peu de succès, ce mec-là trouvait leur numéro de téléphone, les appelait et leur disait: ouais, j'aime pas trop ta comédie. Comment tu vas dire à quelqu'un que les sujets qu'il aborde sont sales quand toi tu violes des gens? Et il avait fait ça, euh, comment ça s'appelle? Sur les ondes avec D.L. Hughley. C'est un gars que j'écoute pas trop. Je regarde pas trop ses spectacles, mais c'est un comédien qui est très connu aux États-Unis. C'est un des 4 rois de la comédie là-bas. Et il avait une émission de radio. Cosby l'appelle pour lui dire: ouais, j'aime pas trop comment tu parles à la radio, j'aime pas ta comédie, ceci, cela. Sauf que DL, même si c'est que Cosby c'est un millionnaire et qu'il a la main mise sur plusieurs médias, il lui a dit les choses en face. Et Cosby, sur les ondes, lui dit: euh, l'enregistrement de ton émission ne passera jamais sur les ondes. D'ailleurs, je pense que c'était peut-être préenregistré, que c'était pas en direct. Eh ben, tu sais quoi, la production, après l'émission, est venue voir le mec, lui a dit: première chose, ce show-là ne va jamais ressortir. T'es viré. Et il y a des chances que tu retrouves pas du travail. Pour quelques années plus tard, découvrir que le gars aurait, aurait agressé sexuellement plus de 52 femmes, quoi. Plus de 52 femmes. Et pourquoi faire? Parce que les meufs, elles avaient déjà envie de baiser avec le gars, la plupart. D'autres venaient pour essayer de choper un travail. Mais les femmes qui étaient venues chez lui se doutaient certainement qu'il allait se passer quelque chose. Je dis pas qu'il aurait dû se passer quelque chose, mais c'est pour amener au mental du gars. Ce mec-là était tellement dans le délire de violer des femmes que même les femmes consentantes, il les a droguées pour les baiser inconscientes. Ensuite, tu as l'affaire Weinstein. Donc lui, c'est pire. Le gars, c'est vraiment un agresseur, c'est un prédateur. Et on te dit que toutes les femmes à qui c'est arrivé sont des victimes. Pareil pour Cosby. On te dit que toutes les femmes, sans exception, sont des victimes. Que, par exemple, on a vu le spot hier où on te met en scène Mouloud de Canal+, et plein d'autres mecs
de la télé en train de dire Ouais. mais qu'est-ce qu'elle faisait dehors à telle heure, qu'est-ce qu'elle faisait ceci. Ils excusent tout, mais à aucun moment ils disent un truc concret. Qu'est-ce qu'elle faisait chez lui aussi tard? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle est allée chercher chez le gars? Pourquoi elle est chez lui tard? Et pourquoi elle n'est pas partie? Donc, attends. Juste avant, je vais terminer, je vais avoir ta réflexion là-dessus. Pourquoi, pourquoi on veut, on veut dire que les femmes, on veut que les femmes soient égales, on veut que les femmes soient fortes, on veut pas que les femmes soient limitées, et on veut qu'elles puissent faire tout ce qu'elles veulent quand elles veulent. Ça, c'est le féminisme. Le féminisme, pour moi, c'est les droits égaux pour tout le monde, une paye égale pour tout le monde, pouvoir se retirer pour être une maman à un moment donné, pouvoir se retirer pour être un père à un moment donné. Et le féminisme, le vrai, c'est tu es une femme, tu as le droit de faire ce que tu veux quand tu veux, et tu es pas limité parce que tu as un sexe différent. Sauf que dans la même conversation, on va te dire les femmes n'ont aucun rôle à jouer en matière d'agression sexuelle parce il faut que ce soit les hommes qui... On te dit que le combat à mener contre les agressions sexuelles et les violences sexuelles, c'est le combat des hommes pour les femmes. Genre, les femmes n'ont aucun rôle à jouer là-dedans. Donc, tu peux pas te protéger, tu as pas ton mot à dire, tu es une victime, quel que soit ce qui t'est arrivé, et donc c'est ma faute si tu as agressé sexuellement, de deux façons. Donc c'est la faute des hommes si vous êtes agressé sexuellement, et c'est la faute des hommes si vous n'êtes pas protégé contre les agressions sexuelles. Donc toi qui es une femme, explique-moi comment tu es une victime, comment ça te fait d'être une victime unanimement dans tous les médias. Tu es une victime, tu n'as pas ton mot à dire et tu n'as aucun choix à faire. On te dit ces trois trucs-là à la télé. C'est plus compliqué que ça. Je pense que le problème est plus compliqué que ça. Pour en revenir au spot où effectivement il y a, je crois que c'est Mouloud Achour, bon, tout ça, il y a quand même quelques têtes bien connues des médias à l'heure actuelle. Je crois que c'est sur les phrases un peu clichés en fait qu'on peut entendre quand on sait qu'une femme a été victime d'une agression. Effectivement, il y a des phrases toutes faites. Comment elle était habillée, voilà, qu'est-ce qu'elle style, faisait ouais, mais elle elle était habillée comme ça. Qu'est-ce qu'elle faisait à tel endroit, à telle heure. Je crois que c'est comme ça que c'est la logique qui a été donnée au spot publicitaire. Alors, après, sur le sentiment du victimaire. Moi, perso, je ne me sens pas victime. Parce que... Mais ça, tous les êtres humains de façon générale, on a tous un pouvoir d'agir. De façon générale, dans la société dans laquelle on vit. J'étais pas appelée à réussir à l'école. Parce que mes parents n'ont pas fait d'études. Que je suis la seule d'une famille de 4 à avoir eu un bac général et à avoir fait des études supérieures. Mmh. J'étais pas appelée à avoir un poste à hauteur de mes qualifications. Parce que je suis une femme, parce que j'ai pas assez d'expérience, parce que j'ai pas fait les bonnes écoles. À un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'agir. J'ai quitté ma région d'origine où je savais que rien de bon ne m'attendait. Je sais d'où je viens et ça sera toujours quelque part mon port d'attache. Mes parents y vivent, j'y suis née, j'y ai fait ma scolarité, j'y ai grandi. La Corse, c'est un endroit fabuleux. Mais voilà, après, je sais très bien que professionnellement parlant, rien ne m'attend là-bas. Rien de rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? À un moment donné, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai décidé d'agir
Et je suis venue ici. J'ai mis le temps, mais j'y suis arrivée. Je suis arrivée en formation ici, j'ai quand même été recrutée avant la fin de ma formation. Voilà, mais c'est moi qui ai fait tout ça. J'ai pas attendu qu'on me dise alors ok, au jour d'aujourd'hui on peut me dire ouais mais ton poste, ton salaire c'est vraiment très en dessous de ce que tu pourrais être. Ok, bon, j'ai un boulot. Je bois le verre à moitié plein, j'ai un boulot, j'ai été récemment promue, parce que aussi petite fût-elle, mais j'ai quand même eu une promotion. Et tout ça, c'est moi qui l'ai fait. On a tous, à un moment donné, ce pouvoir de dire non ou de dire stop. Après, il y a des gens qui s'en saisissent plus ou moins. Ou tu subis des choses et c'est toi, c'est t'avoir rencontré aussi qui me l'a fait réaliser. Ou on subit les choses, ou on est acteur principal de sa vie. On peut pas se contenter de subir les choses et puis de dire ah ouais, non mais ouais, je suis jamais allé plus loin que ça. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait pour changer les choses? Est-ce que t'étais pas en capacité à un moment donné de changer les choses? C'est mon vécu et c'est ce que je dis tous les jours aux personnes que je reçois dans mon bureau. Autant on peut avoir des histoires de vie qui sont catastrophiques, et Dieu seul sait que j'en ai entendu, mais après, il y a des gens qui ont quand même envie de dire bon voilà, j'ai le pouvoir d'avancer. Et heureusement que ça arrive, que les gens ont cette force-là. En psycho, ça s'appelle la résilience, pour ceux qui veulent le terme un peu recherché, mais et heureusement que ça arrive, et heureusement qu'il y a des gens qui en sont capables. Je pense qu'on a tous cette capacité-là. Moi, personnellement, en tant que femme, je me sens pas victime parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai bougé toute seule comme une grande fille, et j'espère que si un jour je deviendrai mère, et si j'ai une fille, eh ben, c'est ce que je lui apprendrai, perso. Bon, moi, je t'explique un truc. Si moi je dis que j'ai été agressé sexuellement par une femme ou un homme, ça fait sourire. Parce que je suis un mec. Ah bon, il t'a touché le cul, il t'a touché les couilles, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as foutu une droite? C'est normal de poser des questions sur les circonstances dans lesquelles ça arrivé. C'est normal de se demander comment ça arrivé. C'est normal de se demander si il n'y a pas eu des signaux qui ont été mal interprétés ou des discours ou des comportements qui ont été mal interprétés. Patrice O'Neill, il avait une façon de mettre le truc de façon tellement claire que tu pouvais pas te tromper. Le mec, il te disait, personnellement, je pense que les hommes et les femmes devraient pas travailler ensemble. Forcément, tu te poses la question, mais pourquoi? Le mec, il te dit, les hommes sont des créatures violentes, prédateurs, chasseurs. Donc, nous sommes des grizzlies. Et les femmes sont des saumons qui, en plus, sont trempés dans du miel. Donc, tu es bonne, tu es sexy, et en plus, tu te permets de mettre des décolletés, des mini-jupes au travail. T'as déjà vu un mec, toi, avec un jean taille basse où tu vois l'arrêt de son cul? Ben, excuse-toi, moi j'en ai pas vu. D'ailleurs, c'est un podcast, donc on voit pas trop. Oui, j'en ai vu. Oui, ben, moi, j'ai pas de jean taille basse où tu peux voir mon pubis. Il y a des t-shirts qui existent maintenant pour les hommes, pour des décolletés pour que tu vois les pectoraux, mais c'est des trucs de métrosexuel. C'est plus. Ça balance plus du côté gay que du côté viril, quoi. Il n'y a pas un mec viril qui a envie que tu vois le décolleté, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre ses pectoraux. C'est pas un truc viril. T'as pas envie de porter des chemises où le col est en V et ça pointe presque vers le début de ton bide. Ça existe pas. Il y a un homme viril et sexy, c'est un mec qui porte plus de vêtements. Une femme qui est classe, c'est une femme qui porte des vêtements. Une femme qui veut être sexy, qui veut être vulgaire, elle porte moins de vêtements. Je dis pas que c'est un comportement, ça justifie aucun comportement. Mais le truc, c'est que moi, je suis un mec, je sais lire une pièce.
je sais voir l'énergie des gens quand ils me voient. Je sais reconnaître les signes de quelqu'un qui est mal à l'aise ou quoi. Mais comme on l'a dit dans le podcast précédent, j'ai plein de cas sociaux autour de moi. Enfin, j'ai un bon gros cas social et un autre. Mais ces mecs-là, ils sont pas dangereux. Mais tu as sûrement des mecs qui vivent dans leur bulle et qui pensent qu'ils sont super sexy, que les gens ont envie d'eux. En voyant une meuf qui est pas habillée pour un environnement professionnel, les mecs, ils vont se jouer des films dans leur tête. Donc, encore une fois, ça justifie pas certains comportements, mais il y a des questions à se poser quand même. Tu peux pas éliminer toutes les questions. Par exemple, le truc qui a traumatisé les États-Unis, Rihanna et Chris Brown. Avant que le mec tartine la gueule de Rihanna, la meuf, elle avait des problèmes de confiance avec lui, et c'est lui qui l'a expliqué dans son documentaire. Elle avait des problèmes de confiance, elle lui faisait pas confiance du tout. Ils étaient trop jeunes pour comprendre que quand tu es un sexe symbole à l'adolescence, ben des meufs vont t'envoyer des messages disant qu'elles ont envie de te niquer. De la même façon que sur Twitter, il y a sûrement des mecs qui ont envoyé des photos de bites à Rihanna. Mais Rihanna, elle pouvait pas vivre en voyant le téléphone de Chris sonner tout le temps. Elle a frappé le mec une fois ou deux, elle a griffé ou elle a jeté son téléphone par la fenêtre, je me rappelle plus. Elle a agressé le mec une fois de trop et il a pété un plomb, il a tartiné. Mais les gens refusaient de poser les questions à ce moment-là. Surtout que la loi aux États-Unis est très différente de la loi en France. Aux États-Unis, toi étant une femme, on va jamais te demander pourquoi tu m'as frappé. Par contre, si moi, je t'envoie une pichelette, je vais en prison direct. Parce que la loi est faite pour les femmes là-bas et elles en abusent. Mais c'est pas bon pour revenir à ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux pas ne pas poser des questions parce qu'il y a des mecs qui sont riches et qui fréquentent des femmes et qui sont des cibles faciles, puisque dans la cour de l'opinion publique, si tu es accusé de viol, tu as violé jusqu'à preuve du contraire. Surtout quand tu es une star. Donc il faut pouvoir poser des questions. Tu peux pas éliminer toutes les questions. Comment une femme est habillée, on s'en branle. Par contre, qu'est-ce qui a mené jusqu'au viol? Qu'est-ce qui a mené jusqu'à l'agression sexuelle? Est-ce qu'il y a réellement eu une agression sexuelle? Est-ce qu'il y a réellement eu un viol? Encore une fois, le truc du gars dans l'ascenseur qui a sorti sa bite, c'est pas une agression sexuelle. Si tu voulais descendre, tu pouvais descendre, tu pouvais dire au gars de ranger sa queue, etc. Il y a toujours un truc à faire. Et encore une fois, tu peux transformer la plupart des objets en armes. Donc il y a un moyen de se défendre. Mais de passer... Oublier l'évidence pour dire que les femmes sont des victimes, qu'elles ont aucun rôle à jouer, qu'elles peuvent rien faire pour se protéger, que c'est un combat que les hommes doivent mener pour les femmes, alors que soi-disant tu essaies d'être féministe. La base du féminisme, c'est d'encourager les femmes à ne pas avoir besoin des hommes. Et le premier truc que tu vas faire quand il y a une vague d'agressions sexuelles qui sont révélées au grand public, c'est dire aux gens qu'il faut pousser les femmes hors du chemin pour pouvoir faire le chevalier en armure. Lol, quoi. C'est de toute façon le problème sur les questions. Je te rejoins, le problème c'est qu'on se pose pas les bonnes. De façon générale, on se pose pas les bonnes. Après, effectivement, on devrait avoir cette capacité de pouvoir agir pour éviter ça. Après, ce qu'on en fait, malheureusement, c'est différent. Mais prenons notre destin en main, mesdames. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Moi, je dis, si une fille, je la mets à l'art martial le plus vil qui existe. Je crois que c'est le Krav Maga. Tous les coups sont permis. Les doigts dans les yeux, les coups de pied aux couilles, les coups de poing aux couilles, ranger des trucs dans tous les orifices, les oreilles, machin. Si t'es une femme, que t'es pas sûr de toi, machin, quand tu sors dehors, tu regardes par-dessus ton épaule. Parce que contrairement à ce que tu peux penser, les hommes ont les mêmes peurs que les femmes. On n'a pas peur de se faire violer, mais on a peur de se faire agresser dans la rue. T'as peur de te faire braquer,
t'as peur qu'un mec court et te foute un coup de poing par derrière ta tête juste pour le délire. Ça se fait aux États-Unis, ça. Hein. Il y a des gens, il y a des mecs, leur initiation de gang, c'est de sortir dans la rue et de tirer sur quelqu'un random, quoi. Aléatoirement. Vider un chargeur sur quelqu'un. Donc les hommes ont autant peur que les femmes quand ils sont dans la rue très tard le soir et seuls, mais pour d'autres raisons. Nous, on a peur de se faire tuer ou agresser ou voler. Vous avez peur de vous faire tuer, vous agresser et en plus vous faire violer. Vous avez un truc en plus. Mais c'est la valeur de la chatte et de la bite, c'est pas la même, on est bien au courant. Donc tu te doutes bien que moi, en tant qu'homme, et historiquement parlant, ce qui est sexy chez un homme pour une femme, c'est son habilité à mettre de la bouffe sur la table et la protéger au moment où c'est le plus important, c'est-à-dire quand elle porte un enfant. C'est pas quand tu portes un enfant que tu vas pouvoir te défendre ou un truc comme ça. Donc, le truc sexy, c'est d'avoir un homme qui sait se défendre et qui a une bonne situation financière. Donc, je peux me démerder pour avoir une bonne situation financière, mais c'est à moi de bouger mon cul pour apprendre à me défendre, quoi. Donc, si on suit la logique du féminisme et de l'égalité jusqu'au bout, toi, en tant que femme, évidemment, quand tu es enceinte, tu es pas handicapé, mais tu es pas en condition de te battre. Ton projet, c'est de protéger ton enfant. Donc, tant que tu es valide, que tu es pas enceinte, ceci, cela, putain, va apprendre à faire un sport de combat. Si tu apprends pas à faire un sport de combat, promène-toi avec une bombe à poivre, je sais plus comment ça s'appelle ça. Les trucs, enfin bref, utilise les bombes au poivre, quoi. Et si si t'as pas une bombe au poivre, tu te prends comment ça s'appelle, un truc de moutarde à presser, là, pour faire sortir la moutarde. Tu fais sauter la moitié de la moutarde, tu rajoutes du piment de Guadeloupe, du Mexique, de ceci, tu rajoutes du vinaigre, tu remues bien, et puis tu te balades avec ça tous les jours. Tu te balades toujours avec ta sauce. Oui, je me balade toujours avec ma sauce. T'es pas obligé de dire pourquoi tu as ta sauce avec toi. T'es pas obligé de dire que c'est au cas où un enculé vient m'emmerder, je lui balance ça dans les yeux. Il faut faire quelque chose, quoi. Tu peux pas dire aux gens, sois une victime et attends qu'un homme vienne faire le chevalier blanc. On est en 2017. Si je te disais le nombre de mecs lâches que je rencontre, et les mecs avec des corps de lâches, lol, quoi. Lol, quoi. Les mecs qui ont l'air un peu virils autour de moi, ce sont les Africains et les rebeux. Les Blancs sont tout frêles. Désolé hein, pour ceux que ça va blesser. Je vois des Blancs tout frêles. De toute façon, même les mecs... je vais dire ce que j'ai dit. Je vois des mecs fragiles à longueur de journée. Toute ethnicité confondue. Je vois des mecs avec des corps de lâches qui ont jamais pris un coup de poing dans leur visage. Et si t'as jamais fait l'expérience d'un coup de poing au visage, tu comprends pas à quel point les êtres humains sont dangereux. Et tu comprends pas à quel point c'est important de savoir se protéger. Faut avoir fait l'expérience de la violence pour savoir à quel point il faut s'en protéger, quoi. Et ce qui m'a tué hier soir quand j'ai vu le spot et quand j'ai vu les gens parler des agressions sexuelles, c'est que en tant que femme, dans la société, ton rôle, en fait, c'est d'être un objet sexuel, si tu écoutes les infos. Sauf que, on te le dit pas clairement. On te fait croire que tu as un rôle égal, que tu peux faire les mêmes choses que les hommes. Mais une fois que certaines menaces se concrétisent, on te dit non, il faut attendre que les hommes jouent au chevalier sur le cheval blanc pour pouvoir te protéger. Et j'hallucine, ça m'énerve. C'est déjà assez chiant comme ça d'être un homme. C'est pas ma responsabilité de protéger toutes les femmes que je côtoie, quoi. C'est pas ma faute si quelqu'un t'agresse. Et c'est pas la faute de tous les hommes si un enculé a agressé plusieurs femmes. C'est pas ma responsabilité, c'est pas mon problème. Je fais tout pour esquiver les gens cinglés et pour ne pas me faire agresser à longueur de journée. C'est pas pour prendre les emmerdes des autres à mon compte aussi. Fuck ça, quoi. Être un homme, c'est déjà dur, quoi. J'ai pas besoin d'être un homme pour toutes les femmes de
de ma vie, quoi. Il me fait beaucoup sourire. Moi, j'ai une petite anecdote. Je sais pas si tu t'en souviens. Je crois qu'on était ensemble, c'était un samedi, on était ensemble chez McDo. On prenait notre plateau et je sais pas si tu te souviens, on était prêts à monter à l'étage et il y a un gars, somme toute, il n'a pas franchement fait attention et il m'a un peu bousculé. Je me souviens que ça m'avait vachement surprise, hein. C'était la première fois qu'il me faisait ce coup-là. Il m'a un peu poussé, mais il m'a pas fait tomber. Je veux dire, il y a rien eu de. Franchement, je l'ai à peine perçu. Et je t'ai entendu d'un coup dire tu as vu que tu l'avais bousculé, tu peux t'excuser. Et là, j'ai eu un moment, je me suis dit bon, ça va, c'est bon, ça va. Ça me laisse à réfléchir quand je t'entends parler et quand je vois la réaction que tu as pu avoir avec moi. Mais le truc, c'est que, première chose, tu es ma femme, et deuxième chose, t'aurais été une amie ou un ami, il y a deux choses qui se seraient passées. T'aurais été une amie, j'aurais fait pareil, parce que toi, tu dois te soucier de prendre un coup de poing dans ta gueule, alors que moi, ça me dérange pas. Et deux, j'aurais eu un pote à qui ça arrive, j'aurais demandé, est-ce que tu veux qu'on le défonce, ou est-ce que tu veux gérer tout seul? Quelqu'un aurait bousculé Eddington ou Ryzen. Ryzen, c'est un diplomate. Il aurait laissé une chance au gars. Eddington, il aurait chopé par le col, il aurait fait bon, t'as marché sur mes Jordan. Même si le gars l'a bousculé et pas marché sur ses Jordan, hein. Bon, t'as marché sur mes Jordan. Mais non, j'ai pas marché. Si. T'as marché sur mes Jordan. Pourquoi tu regardes mes chaussures? T'as marché sur mes Jordan, je t'ai dit. Oui ou non? Je suis pas sûr. Donc oui. Donc tu me dois 20 euros. C'est réglé. Ce mec-là, il va plus jamais bousculer quelqu'un. C'est réglé. Ces gens-là vivent leur vie. C'est comme l'autre enculé. J'étais allé m'acheter un tapis de yoga pour faire du sport à la maison. D'ailleurs, je suis un hypocrite puisque je fais pas de sport à la maison. Je vais m'acheter un tapis de yoga pour faire du sport à la maison. Ça me fait déjà chier parce que je rentre du taf tard. Je rentre du taf, il est 19h ou un truc comme ça. Je prends le métro pour aller à la Joliette, pour aller aux terrasses du port. Ça fait déjà bien chier parce qu'il faut changer de métro et tout. Je rentre et un mec marche sur mon pied, mais le mec, il a marché, il a étalé tout son pied sur le mien et il continue son chemin comme si de rien n'était. Il a fallu... Tu sais quoi, j'ai eu une discussion avec moi-même. Mentalement, je me suis dit, bon, est-ce que je risque ou pas? J'ai dit, fuck ça m'énerve trop. J'ai fait demi-tour, je suis allé chercher le gars. Oh! Le gars, il fait comme s'il n'entend pas. Je suis allé choper le gars. Je lui ai dit, tu sens pas que t'as pris de l'auteur? Tu sens pas que t'as marché sur un pied? Ah non, c'est pas moi. T'as marché sur mon pied enculé. De quoi? Comment ça, c'est pas toi? Je t'ai vu. T'étais sur mon pied enculé. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Comment tu vas me dire que c'est pas toi? De quel droit? La meuf du gars, ben tu vois, le truc que j'ai fait pour toi, la meuf, elle voulait le faire pour lui. Sauf que ce mec-là, je suis sûr que sa meuf l'a laissé tomber. Parce que le mec, je l'ai transformé en bitch devant sa meuf et sa meuf s'est sentie pousser des couilles à la place du gars. Et la meuf, presque, elle allait me dire, attends, mais tu veux que je te nique? Presque la meuf, elle allait se battre avec moi pour défendre l'honneur de son mec, quoi. J'ai dit, putain, excuse-toi. Le gars, il s'est excusé. Il a dit, maintenant, casse-toi. Il s'est cassé. Mais le mec, tu es déjà devant ta meuf. Tu deviens une bitch. T'es fragile. Et en tant qu'homme, où tu as vu que tu bouscules les gens, que tu agresses les gens et que tu continues ta vie normalement. Ça se fait pas. Et pour revenir à notre sujet, en tant que femme, tu dois savoir te défendre. Parce que on peut dire ce qu'on veut, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Le chiffre 0 et 1 ne sont pas... Les deux chiffres là sont pas égaux. Quelque chose de différent, par définition, n'est pas égal. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple qu'on n'est pas égaux. On ne l'est pas, c'est juste pas possible. La meilleure combattante du UFC me pète ma gueule.
La meilleure combattante de l'UFC contre le meilleur combattant de l'UFC, la meuf, elle est dans la merde. On n'est pas égaux. On peut être entraîné, on peut faire tout. On peut faire le même parcours scolaire, professionnel. Il y a un de nous deux qui va s'en sortir mieux que l'autre. De par notre expérience de vie, de par le fait qu'on n'est pas élevé de la même façon, de par le fait qu'on a un sexe différent. Les gens attendent des choses de toi qu'ils n'attendent pas de moi. Et juste par rapport à cette différence-là, on n'est pas égaux. En plus du fait que ta masse musculaire n'égale pas la mienne. Je fais pas de sport, t'en fais pas. Si tu m'envoies un coup de poing, je peux l'encaisser. Si je t'envoie un coup de poing, tu es démoli. Donc, parce que c'est vrai, unanimement, quel que soit où ça se passe dans le monde, tu dois savoir te défendre en tant que femme. Quand tu es petite, machin, tu peux jouer à la princesse autant que tu veux en faisant la ballerine et tout. Mais une fois que tu arrives à l'adolescence, que le regard des hommes est différent quand ils se posent sur toi, tu dois pouvoir te défendre. Tu dois penser à ça. Tu peux pas vivre ta vie en pensant que ça va bien se passer par magie, alors que tu sais très bien que dans le reste de ta vie, quand ça concerne pas le sexe, ça se passe. Rien qu'avec tes potes, ta vie n'est pas comparable. Alors tu imagines si tu dois comparer comment... Et justement, le film qu'on avait vu là, Si j'étais un homme, ça m'a aidé à comprendre plein de choses parce que enfin, je suis pas sûr, mais dans ce film-là, les femmes voyaient les hommes comme une créature mythique, quoi. Comme une licorne. Ouais, le monde, il est à toi, ça t'est offert, machin, tu as une bite, tous les problèmes de la vie sont résolus. C'était presque comme moi quand je parle des blancs. Les blancs qui sont SDF, ils ont raté leur vie, ils ont gaspillé leur peau blanche. Tu as la peau blanche déjà, tu pars avec un avantage, t'as raté ta vie, tu sers à rien, suicide-toi. Je sais même pas pourquoi tu es encore SDF. Si t'as raté ta vie alors que ta peau est blanche, sors de là, laisse de la place pour quelqu'un d'autre. Tu gaspilles de l'air, tu pompes de l'oxygène alors que tu sers à rien. Et pour les meufs, presque, j'ai l'impression que vous pensez que parce qu'on a une bite, la vie est facile, quoi. C'est pas facile du tout. Je pense pas que vous avez la vie facile, moi, perso. Moi, rien qu'en tant que créature, j'aimerais pas être une femme. Si toi et moi, on arrive au bureau de Dieu et il dit, bon les gars, la réincarnation, vous en avez entendu parler par les Indiens. Ouais, c'est un secret qu'a filtré parce que bon, Gandhi, avec la méditation, il a pu ramener sa gueule et il s'est rendu compte que bon, la réincarnation, machin, ça existe. Donc il a confirmé certaines théories, machin, mais bon. Donc, ta nouvelle vie en tant qu'homme, tu aimerais... alors, ta nouvelle vie, ça va pas être en tant qu'homme, parce que pour que ce soit rigolo, il faut que tu sois une femme. Et qu'est-ce que tu voudrais changer? Et il te pose la même question à toi. Toi, Paul, tu vas être réincarné en homme, qu'est-ce que tu veux changer? Exactement. Ah ouais, là... Rien. Moi, il me pose la même question. Romuald, tu vas être une femme. Qu'est-ce que tu veux changer? Tout. On recommence de zéro. Tout. Je veux pas avoir des règles. Je veux quand même avoir l'habilité d'avoir des enfants. Je veux conserver l'habilité d'avoir plusieurs orgasmes. Je veux être bonne, ça c'est sûr, mais je veux avoir un beau cul et une belle poitrine. Je veux pas avoir une poitrine plus grosse que mon cul, je veux que ce soit bien proportionné. Ensuite, je veux de beaux cheveux. Je veux que ma pilosité soit autorégulée. Donc, que j'ai pas de poils sur les jambes, que les poils sur ma chatte soient taillés en V toute l'année. Tu changes tout. En tant que créature, la femme, c'est une créature qui est misérable, quoi. Personne n'a envie. Ben oui. Hey. Mais oui. Tu saignes tous les mois pour rien. Moi, si je saignais ça, c'est un sketch de Patrice O'Neill. Mais si je saignais du nez toute l'année, tous les mois, et que je devais ranger un truc dans mon nez avec une ficelle qui pendouille toute l'année, j'aurais envie de me suicider, quoi. Ah, bonjour l'image. Ah là là. J'aurais envie de me suicider. C'est un truc de malade. Tu saignes pour rien. Pour rien.
Tu saignes pour rien et en plus, t'as des changements d'humeur, tu sais pas ce que tu veux, tu es mal dans ta peau, tu regardes des trucs, tu sais que c'est faux, mais tu as quand même envie d'y ressembler. Être une femme dans le monde dans lequel on vit, c'est une vie de merde, quoi. En plus de ça, c'est déjà dur d'être une femme, et en plus de ça, on te dit, sois heureuse d'être vivante, fais en sorte d'être sexy pour que quelqu'un ait envie de te baiser, se marier avec toi et te faire des enfants. Par contre, essaie pas trop de t'élever dans la société parce que bon, tu pourras jamais être un patron et être bien payé et avoir une bonne vie en tant que femme parce que il faut que tu aies des enfants pour que tu aies ta vie complète. Tu dois souscrire à plusieurs théories, philosophies. Tu dois remplir les cases du contrat social. Donc, il faut être une maman. Check. Il faut avoir une carrière. Check. Merde, attends, ces deux-là, c'est pas compatible. Comment je fais? Ça, c'est pas faux. Comment tu fais? Alors, il faut que tu sois une maman. Faut que tu aies une carrière. Sauf que, pour être une maman, faut être sexy, faut plaire, faut faire des efforts. Donc, faut que tu te concentres sur être une bonne femme. Mais en même temps, tu veux avoir une carrière. Donc, il faut que tu passes ton temps à étudier, à travailler, à être bonne à ton boulot. Mais à quel moment tu fais tout ça? C'est compliqué. Être une femme, les conditions que tu dois remplir pour être une femme, rien qu'en France, c'est la merde, quoi. Moi, en tant qu'homme, tout ce que j'ai à faire, c'est gagner ma vie, être propre et savoir m'habiller. Bon, après, il faut être charmant, il faut savoir gérer un couple et tout ça. Mais le tout est compatible avec le tout. J'ai pas à être séduisant, j'ai pas à avoir des gros nichons que je mets en valeur avec un décolleté, j'ai pas à avoir une taille basse qui met en valeur le string dans ma raie du cul, j'ai pas à m'épiler la chatte ou les jambes, même quand je suis pas rasé, je suis sexy. Tu sais, je te l'avais dit, je suis partie en vacances cet été. Et le nombre de fois, alors cette année, un truc qui m'a agacée, je l'ai jamais autant vécu ou peut-être autant remarqué. Le nombre de fois où on m'a dit c'est quand que vous pensez en mettre un en route? Alors celle-là, la question, mais qu'est-ce qu'elle me gave? Parce que j'ai 30 ans, je devrais forcément penser, ton horloge biologique... le temps passe, tu devrais penser à mettre un enfant en route. Si je dis que j'en ai pas envie, je suis le monstre du coin. C'est pas ça, c'est que tu remplis pas le contrat social. Tu es pas une femme dans le sens classique du terme. Tu es pas une poule pondeuse dans le sens classique que les gens attendent. En tant que femme, une fois que tu as 31 ans, t'es vieille pour tout le monde. Dans la tête des gens, à 31 ans, t'es vieille. Ça veut dire que dans la semaine, je serai vieille. Mon Dieu, quelle horreur. C'est ça, hein. Regarde autour de toi. Toi-même, tu m'as dit qu'une fois, tu t'es entendu dire que passer 25 ans, si tu es pas marié, c'est que tu seras rien. Alors, oui, ça, c'est vrai que un jeune qu'on avait reçu avec une collègue me disait, oui, si vous n'avez pas d'enfant après 25 ans... c'est que vous avez raté votre vie. Et effectivement, comme la collègue et moi-même en question, on a plus de 25 ans, ça nous a fait marrer 5 minutes. Mais voilà, je veux dire, après on peut être très bien. Je vais avoir 31 ans, je n'ai pas d'enfant, c'est pas un drame, hein, loin de là. Hein. J'ai une vie et je pleurniche pas sur mon sort parce que j'ai pas de gamin. Si je dois être mère un jour, ça arrivera. Et si je dois pas l'être, il y aura d'autres bonnes choses qui m'arriveront dans la vie. Tout ça pour revenir au point que je disais. Être une femme en France, c'est une condition de merde. Donc si en plus on doit te dire que tu es pas foutu de te protéger toi-même, qu'il y a des trucs que tu... On te dit que tu peux tout faire, mais on te dit en même temps qu'il y a des trucs que tu peux pas faire. Je trouve qu'il y a un foutage de gueule.
Il y a un putain de foutage de gueule. Et je suis pas le démon. Je suis pas un démon. C'est pas parce que j'ai une bite entre les cuisses que je suis un prédateur. Faut arrêter les conneries. Et si je pose des questions sur les conditions de... Si je pose des questions sur les conditions de l'agression sexuelle de quelqu'un ou du viol de quelqu'un, c'est pas pour dédouaner la personne qui l'a violé, c'est pour comprendre ce qui s'est passé. Faut arrêter les conneries, quoi. Enfin bref. J'aurais aimé finir sur une note un peu plus joyeuse que ça. Mais là encore, les, les, les thèmes d'actualité cette semaine étaient vachement lourds, quoi. L'esclavage, les agressions sexuelles. Maintenant, ils font des séries télé sur les agressions sexuelles. Je crois que c'était... Ils ont fait ça suite au truc de Cosby. On va vivre des semaines, je pense, qui sont un peu chiantes, quoi. Surtout que, bon, ça fait un petit moment que Daesh n'a pas la cote, donc va falloir qu'il se refasse un petit coup de marketing. Donc il y a sûrement des têtes qui vont tomber ou des banques qui vont exploser. Là, déjà en Égypte, Ouais, c'est vrai, j'avoue. malheureusement. Bref, prochain épisode, faut qu'on parle de l'emploi. Faut qu'on parle de comment en tant que jeune tu peux t'en sortir, puisque c'est un petit peu le thème principal du podcast. Faut qu'on parle de une fois que t'es sorti de la prison scolaire, on va dire, qu'est-ce que tu peux faire en fait? Est-ce que tu peux faire des jobs? Comment chercher des jobs? Comment se préparer, etc. Faudrait qu'on en parle et puis c'est un peu ton sujet, c'est le sujet où toi tu vas être experte, vu que les relations humaines c'est plutôt mon truc à moi. J'adore en parler, ça m'énerve, ça me passionne, mais c'est là où je suis un peu plus expert. Donc faudrait qu'on ressente le truc un peu. La WAC dans la ville, le projet c'est d'aider les ultramarins principalement, en plus des Corses et toutes les autres personnes qui viennent de tous les autres territoires, à s'insérer en France, passer au-delà des différences de culture et des différents repères que l'on a, et trouver un taf, financer ses ambitions, ses rêves, etc. Donc, c'est un Arawak dans la ville. Moi, je suis Romali, alias Romuald, ou plutôt Romuald, alias Romali. Tu es Paul. Ok, donc c'était l'épisode 2. On vous verra la semaine prochaine, ou on s'entendra plutôt la semaine prochaine. Ciao. Ciao, bon week-end.